Bonjour Monsieur Delval, Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Hasard du calendrier, Jean-Yves Le Drian se rend à Moscou aujourd'hui lors de l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu dans la Ghouta orientale. Alors on le voit, malgré ce cessez-le-feu, aucune évacuation n'a pu se faire ce matin. Est-ce que selon vous, on est dans le même cas de figure qu'à Alep? On est dans un cas de figure différent parce qu'à Alep, on a eu pendant très longtemps une situation figée, mais la coopération entre trois partenaires turcs, iraniens et russes a fini par aboutir à une situation assez pragmatique. Aujourd'hui, dans la Ghouta, on a un problème, c'est qu'il y a des djihadistes liés à Al-Qaïda, El-Nosra, Fatah El-Sham, qui s'est noyé dans un groupe qui a essayé de changer de nom pour avoir l'air respectable, et encore d'autres groupes soutenus par les Saoudiens qui ont refusé les termes de l'évacuation. On oublie de le dire, qui prennent des populations civiles en otage, un peu comme le fait le Hamas quand Israël veut bombarder. On accuse l'ennemi de faire des carnages, mais soi-même on se cache exprès dans des populations que parfois on empêche de partir des immeubles pour être sûr qu'il y a un carnage. Donc en fait, les véritables criminels qui sont à l'origine de la mort de ces civils, ce sont les djihadistes qui ont refusé les termes de l'évacuation et qui prennent leurs otages, leurs enfants, leurs femmes, comme boucliers humains. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la presse occidentale, on ne rappelle jamais cette dimension. Tant quand Israël bombarde le Hamas, tant quand le régime syrien bombarde la Ghouta ou d'autres fiefs de djihadistes. Parce qu'il faut quand même conclure en disant que la totalité des mouvements soi-disant rebelles, ça fait presque sympathique, rebelles, de la Ghouta, la quasi-totalité sont des djihadistes d'obédience salafiste ou frères musulmans, plus ou moins soutenus par des États ou par Al-Qaïda ou liés, mais ce sont des islamistes extrêmement radicaux qui ont un projet de société internationale pan-islamiste qui n'a rien à voir avec la rébellion syrienne initiale, ni avec le régime, ni avec les démocrates syriens qui ont commencé la révolution. Alors effectivement, la presse occidentale accuse la Russie de ne pas faire en sorte que ce cessez-le-feu soit respecté. Est-ce que selon vous, les Occidentaux devraient davantage faire pression sur des pays comme l'Arabie Saoudite? Alors moi je pense que si on dit ça, on devrait accuser la France de ne pas réussir à contrôler les milices qui s'entretuent au Centrafrique ou pendant longtemps en Côte d'Ivoire. C'est ubuesque. On ne peut pas accuser un pays comme la Russie de ne pas contrôler totalement chaque milice. Il y a plein de milices en Syrie, y compris au sein du régime syrien, en dehors même du Hezbollah et de milices irakiennes chiites. Il y a des groupes. Dans les groupes, Bachar al-Assad ne contrôle qu'une partie de la partie elle-même libérée, soi-disant loyaliste. Les Iraniens sont au sol beaucoup plus nombreux que les Russes. Les Russes bombardent au niveau aérien. Ils ont aussi des bases militaires navales, mais ce sont les Iraniens et leurs alliés des milices chiites totalement incontrôlables qui sont sur le terrain et qui parfois font des choses, effectivement, que la Russie elle-même déplore. La Russie, quand vous parlez avec des diplomates russes en privé, ils ne le disent pas forcément en public, mais ils sont déconcertés de l'autisme de Bachar al-Assad qui fait ce qu'il veut, parce que lui, il se sent renforcé et surtout, il est proche des Iraniens qui veulent le soutenir inconditionnellement. Tandis que la Russie n'est pas maître du jeu, finalement. La Russie n'est pas maître du jeu et surtout, c'est le seul pays qui a un contact avec tout le monde, qui dialogue avec tout le monde, y compris les Israéliens, avec qui elle a une très bonne intelligence. La Russie essaie de trouver une solution pragmatique pour une Syrie de l'après-guerre. Mais l'Occident ne l'aide pas, puisque l'Occident, depuis le début de cette guerre, a pris fait et cause pour des rebelles sunnites liés soit à l'Arabie Saoudite, soit aux frères musulmans, soit à Al-Qaïda, puisqu'il faut quand même rappeler que quand les Américains ont voulu venger des rebelles qui avaient été massacrés par le régime syrien et les Russes, c'était des rebelles liés à Al-Qaïda. Enfin, on le rappelle pas assez souvent. L'Occident continue ce que j'appelle le syndrome de l'Afghanistan, lorsque déjà sous la guerre froide, contre les Russes ou contre des forces pro-russes, nous aidions, enfin nous, les Occidentaux, les Atlantistes, aidaient des forces djihadistes qui ont d'ailleurs été à l'origine du fameux Al-Qaïda. Alors Jean-Yves Le Drian veut étendre cette trêve qui dure 5 heures quotidiennement pour l'instant, veut l'étendre davantage. Est-ce que c'est réaliste selon vous? Oui, ça peut être réaliste puisque la résolution a été avalisée avec des amendements par les Russes qui essaient de faire tout le nécessaire pour obtenir des petites trêves ou des moments où on peut faire venir un peu de matériel humanitaire. Mais ça va être très difficile puisque
on le répète pas assez, les jusqu'au-boutistes qui sont dans la Ghouta et qui prennent les civils comme otages humains n'ont aucun intérêt à ce que les bombardements cessent trop d'heures, trop de jours, puisqu'ils ne pourront plus apparaître comme des victimes d'un carnage du régime. Leur but, eux, ils sont dans des abris. Leur but, c'est qu'ils sont capables d'aller jusqu'à la moitié ou les 3/4 de l'extermination de leur propre population pour se poser en victime et pour diaboliser le régime en place. Ce sont des gens qui ont un mépris total pour la vie. Donc, dès lors que sa stratégie consiste à avoir le maximum de morts, le maximum de martyrs, qu'est-ce que vous voulez obtenir avec ce genre d'interlocuteur? Alors, il y a aussi ces accusations mutuelles d'utiliser des armes chimiques, notamment dans la Ghouta orientale. La Russie parle d'une préparation d'attaques chimiques, justement, à l'heure où une trêve est imposée. Comment y voir clair dans ces accusations d'utilisation d'armes chimiques? Alors, on y voit très peu clair, puisque les armes chimiques, normalement, avaient été démantelées par le régime, avec un accord parrainé par la Russie. Peut-être que certaines sections ont gardé certains armements chimiques, mais qu'est-ce qu'on appelle chimique? Quand on range le chlore dans les armes chimiques et qu'on le met au même niveau que le gaz sarin, c'est déjà une désinformation, puisque le chlore n'est pas interdit de la même manière par les accords internationaux, et on pourrait parler aussi de tous les produits chimiques qui sont dans les armements occidentaux, et au phosphate ou autres, et qui sont extrêmement dangereux pour la santé, et qui sont aussi terribles que le chlore. La France a raison de rester prudente sur cette question, même si elle impose une ligne rouge? Je pense que la ligne rouge, ça fait partie de la politique occidentale humanitaire, etc. Mais je pense que Macron est assez pragmatique par rapport à ses prédécesseurs et il a tout à fait raison d'être relativement prudent et surtout Le Drian. Ce qui n'était pas le cas tout à fait de Jean-Yves Le Drian qui avait une position, bon, il vient aussi du gouvernement de Hollande, mais je pense que même lui est capable de devenir pragmatique. De toute façon, nous n'avons pas le choix. La France ne compte pas dans le dossier syrien, à part pour quelques bombardements. Elle a été éjecté de ce dossier par son manque de pragmatisme à l'époque de Hollande. Et heureusement que Macron a voulu injecter une petite dose de pragmatisme lorsqu'il a dit que l'ennemi pour la France, c'était pas le régime syrien, mais les djihadistes qui agressent nos populations jusque dans nos terrasses. Mais il faudrait peut-être traduire ça par des faits concrets. Et il est dommage que la France n'ait pas plus appuyé, par exemple, les initiatives d'Astana ou de Sochi. Parce qu'on nous dit souvent, les Russes nous ont exclus. Emmanuel Macron les a d'ailleurs rejetés. Absolument. On dit souvent, les Russes ont exclu les Occidentaux d'Astana, là c'était des accords entre militaires, c'est normal, et de Sochi, mais c'est les Occidentaux qui n'ont pas parrainé. Ce qui est dommage, c'est que le seul pays qui a un contact avec tout le monde, avec les Israéliens, avec les Américains, avec les Français, les Européens, mais aussi les Iraniens et quelques rebelles et le régime syrien, donc le seul pays qui pourrait coaguler tout cela et faire tout le monde se mettre assis à la même table, malheureusement ce pays, on rejette toutes ces initiatives, puisque tout ce qui vient des Russes est mauvais. C'est un petit peu, malheureusement, ce que j'appelle les relents de la guerre froide. Il est très difficile pour beaucoup de stratèges et d'hommes politiques occidentaux de raisonner différemment et d'abandonner leur leitmotiv, leur représentation géopolitique, comme on dit dans notre discipline, héritée de la guerre froide. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a dit que la France allait mettre toute la pression sur la Russie pour obtenir cette trêve. Quels ont été, selon vous, les leviers utilisés contre la Russie? Alors, je pense qu'on a très peu de leviers, il faut le répéter. On a extrêmement peu de leviers. On a parrainé des sanctions économiques très préjudiciables et pour les Russes, mais aussi surtout pour les agriculteurs et les producteurs français. Est-ce qu'on est en situation de faire pression? Dès lors qu'on est déjà on appuie des sanctions et qu'on n'a pas vraiment permis la fin de ces sanctions, quelle pression avons-nous? C'est pour ça que c'est un véritable gâchis. Toute cette politique de sanctions, la France aurait gagné. La France qui souvent se réfère à De Gaulle, la France aurait eu à mon avis, un grand intérêt à être le premier pays avec l'Italie. L'Italie le veut aussi, mais l'Italie le veut beaucoup plus concrètement. L'Italie et la France sont les deux pays qui ont les meilleures relations avec la Grèce, pour parler de l'Europe de l'Ouest, avec les Russes. Et l'Italie aurait voulu, il y a quelques mois encore, lever ses sanctions, en tout cas proposer un début de levée des sanctions. Malheureusement, la France n'a pas saisi cette occasion, alors que la France avec l'Italie sont de véritables alliés historiques même de la Russie et n'ont pas de contentieux avec ce pays, contrairement à la Pologne ou aux Anglo-Saxons. Donc on a raté peut-être une occasion extraordinaire de faire une politique indépendante, qui est celle que voulait De Gaulle, la France, qui est un pays qui dialogue avec tout le monde, des bonnes relations avec les Américains, mais pas esclaves de l'OTAN, et des bonnes relations avec les Russes. Merci beaucoup, Monsieur Delval, d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous.